Moins de 3 mois après avoir quitté la présidence de la République du Bénin, Patrice Talon fait son retour sur la scène politique. Élu à la tête du nouveau Sénat, il devient le troisième personnage de l'État. Au Mali, la Cour suprême confirme la condamnation de l'ancienne ministre de l'Économie et des Finances, Bouhari Fili Sissoko, dans l'affaire de l'avion présidentiel. Une décision vivement contestée par sa défense. Bonsoir à tous et bienvenue. Le Sénat béninois a élu son bureau ce jeudi 6 août 2026 à Porto-Novo. Sans surprise, l'ancien chef de l'État, Patrice Talon, a été désigné président de cette deuxième chambre du Parlement pour un mandat de 5 ans. Il revient ainsi sur la scène politique moins de 3 mois après son départ du pouvoir. Patrice Talon est de retour. Moins de 3 mois après avoir quitté la présidence du Bénin, il prend la tête du tout nouveau Sénat. Seul candidat, il a été élu avec 24 voix sur 25 lors d'un vote à huis clos marqué par un large consensus. À ses côtés, lui, Vlavonou, devient vice-président, Alassane Seydou, rapporteur, et assisté d'Adidja Matisse. Dans son discours, Patrice Talon appelle à l'unité, à la paix et à la démocratie, saluant une ambiance extraordinaire entre les membres. Critiquée par ses opposants, la création du Sénat prend désormais forme. L'institution chargée de réguler la vie politique se veut une chambre de sagesse et d'apaisement. Sans rival, après le retrait des Boni Yayi, Patrice Talon entame ainsi un nouveau chapitre politique en tant que troisième personnage de l'État. L'armée soudanaise a annoncé ce mercredi 5 août avoir repoussé l'attaque menée par les paramilitaires des FSR au Darfour de l'Ouest. L'armée soudanaise mène depuis plusieurs semaines des combats dans ce secteur autour de la ville martyre d'El Djeneina, capitale de cet État. Les affrontements ont eu lieu dans plusieurs localités et un général qui conduisait les troupes des FSR dans cette zone a été tué. C'est une évolution qui marque un nouveau revers pour les paramilitaires dans leur fief au Darfour. Les affrontements ont eu lieu sur ce que l'on appelle la ligne du Nord dans l'état du Darfour de l'Ouest. Les paramilitaires ont été repoussés par les forces conjointes soutenant l'armée au Darfour, précisément dans les zones de Bir Seliba et Hajar Marfaïn. Les assaillants ont subi des pertes. Mahdi Jabal, récemment promu général de division, y a trouvé la mort avec plusieurs de ses compagnons. Ce général de FSR affirmait pourtant ces derniers jours qu'il prendrait le contrôle de ces zones en une semaine. Minni Arkou Minawi, le gouverneur du Darfour et dont la force qu'il dirigeait participe au combat aux côtés de l'armée, considérant que cela représente une nouvelle perte pour les forces de soutien rapide. Mehdi Jabal était l'un des combattants de terrain le plus en vue des forces de soutien rapide. Il avait servi comme commandant d'artillerie des FSR lors de leur déploiement dans la capitale Khartoum. Au cours des derniers mois, il avait dirigé les opérations militaires dans différentes régions du Darfour, notamment dans les zones de Girgira et Tine dans l'état du Darfour du Nord et à la frontière avec le Tchad, ainsi que Koulbous, Birdegik et Bir Seliba dans l'état du Darfour de l'Ouest. Les forces conjointes se sont emparées d'importantes quantités de matériel militaire, tandis qu'une autre partie des équipements des forces de soutien rapide a été détruite au cours de l'affrontement. Depuis des mois, les zones au nord d'El Djeneina sont témoins de confrontations violentes entre le soutien rapide et la force conjointe alliée à l'armée qui cherche à freiner l'avancée des FSR vers la ville de Tine, l'une des rares enclaves encore contrôlées par l'armée au Darfour de l'Ouest. Ce nouveau revers reflète les pressions subies par les FSR après leur récente défaite au Kordofan, l'artère qui relie le Darfour à Khartoum. Par ailleurs, les frappes à la frontière sud du Soudan avec l'Égypte et à l'ouest avec la Libye ont visé le convoi de munitions et les lignes de trafic, coupant court au ravitaillement. Ce mercredi encore, selon des images satellites, des frappes de drones ont été menées contre des convois d'armes venant de Libye dès leur entrée sur le territoire soudanais.
Toujours selon les images satellites, l'aéroport d'Al-Koufra au sud libyen, dont la piste principale avait été suspendue pour travaux, a repris son activité. Une grande partie de l'aide militaire allant au FSR au Soudan transite par la Libye du maréchal Khalifa Haftar, allié des Émirats arabes unis. L'aéroport d'Al-Koufra est une plaque tournante pour ce trafic d'armes, acheminé ensuite par voie terrestre vers le Soudan. Au Mali, les avocats de l'ancienne ministre de l'économie et des finances Bouaré Fili Sissoko ont décidé de saisir mercredi 5 août la Cour africaine des droits de l'homme pour blanchir leur cliente la veille. Lors d'une audience à Bamako, la Cour suprême du Mali a rejeté le pourvoi en cassation qu'ils ont introduit pour contester la peine de 10 ans de prison infligée à Bouaré Fili Sissoko dans l'affaire de l'achat de l'avion présidentiel en 2014 à l'époque du président Ibrahim Boubacar Keïta. Après la décision de la plus haute juridiction malienne, l'ancienne ministre de l'économie et des finances Bouaré Fili Sissoko reste en prison. Sa peine de 10 ans de prison est confirmée pour faux en écriture, usage de faux et atteinte aux biens publics. Ses avocats, persuadés de l'innocence de leur cliente, se disent surpris de la rapidité du délibéré prononcé par la Cour suprême. Moins de 10 minutes après les débats, ils dénoncent l'absence de procès équitable et vont saisir la Cour africaine des droits de l'homme. Pour l'un des avocats de la défense, le juge qui a condamné en 2024 l'ancienne ministre malienne des Finances est devenu entre-temps le président de la Cour suprême par intérim. C'est lui qui a présidé la Cour qui a rejeté le pourvoi en cassation. Au Mali, le dossier de l'avion présidentiel est toujours présent dans les esprits. Il aurait coûté près de 40 millions de dollars, pointant les irrégularités et des malversations dans la procédure d'acquisition de l'appareil. Le Fonds monétaire international avait pris en 2014 des sanctions concernant notamment le gel pendant 6 mois de ses décaissements au Mali. Cette situation avait ébranlé un moment le régime de l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Plusieurs autres personnes ont été également poursuivies dans le cadre de la même affaire. En Thaïlande, au moins 8 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lors de tirs vendredi 7 août dans un établissement scolaire près de Bangkok, ont indiqué des autorités locales. L'adolescent de 14 ou 15 ans est également mort, ont rapporté les médias locaux. Il n'était pas clair dans l'immédiat s'ils avaient été abattus par la police ou s'étaient donné la mort. Vendredi 7 août, un adolescent a tué 8 personnes. Il a d'abord tué ses grands-parents avec un pistolet appartenant à son grand-père. Il s'est ensuite rendu à son lycée près de Bangkok où il en a tué 6 autres, 3 élèves et 3 enseignants, a annoncé la police dans un communiqué. Les tirs survenus en matinée dans un lycée réputé de la province de Nonthaburi, au nord de la capitale thaïlandaise, ont par ailleurs fait 15 blessés selon les médias locaux. La Thaïlande affiche l'un des taux de possession d'armes les plus élevés de la région, avec quelques 10 millions d'armes à feu estimées en circulation, soit 1 pour 7 habitants. Les engagements politiques à durcir la législation sur les armes n'ont pas empêché la répétition des fusillades. Un adolescent avait ouvert le feu en février dans une école du sud du pays, tuant le directeur de l'établissement et blessant des élèves avant d'être arrêté par la police. En 2022, un ancien policier armé d'un pistolet et d'un couteau avait tué 24 enfants et 12 adultes dans une garderie du nord du pays, l'un des massacres les plus meurtriers de Thaïlande. Il avait été le chef de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 aux États-Unis. Le docteur Anthony Fauci est aujourd'hui la cible d'une commission du Congrès américain. Des sénateurs républicains ont voté jeudi 6 août en faveur de poursuites contre l'ancien conseiller médical de la Maison-Blanche. Un nouvel épisode dans une affaire qui dure depuis des mois.
Mercredi 29 juillet, Anthony Fauci avait été convoqué par la commission du Sénat américain sur les origines de la pandémie COVID-19 et sa gestion. Mais ce qui devait être une audition a tourné au bras de fer avec les sénateurs républicains. Le docteur a refusé de répondre aux questions faisant usage du 5e amendement de la Constitution des États-Unis, celui du droit à garder le silence. Cette prise de position a rendu furieux les républicains. Pour rappel, l'ancien président américain Joe Biden, juste avant de quitter la Maison-Blanche, avait accordé un pardon préventif à Anthony Fauci. À l'époque des alliés de Donald Trump, le président élu pour un nouveau mandat, après celui de 2017 à 2021, avait déjà fait savoir qu'il comptait poursuivre le médecin. Mais ce pardon ne protège Anthony Fauci que pour ses actions de l'époque, pas contre d'éventuelles nouvelles infractions. L'ancien chef d'orchestre de la riposte américaine face au Covid et les démocrates qui siègent au sein de la commission disent qu'il s'agit là d'une chasse aux sorcières. Les républicains de la commission ont donc voté pour des poursuites pour outrage contre Anthony Fauci. Ils vont saisir le département de la justice. Puis, ce sera aux tribunaux de décider. Si l'usage du 5e amendement est jugé non valide, ce sera une décision historique qui affaiblirait ce droit. Mais les experts juridiques disent qu'une telle issue reste peu probable et qu'il y a de grandes chances qu'un juge rejette les poursuites. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi.